L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale sur le cancer. 87 équipes de recherche, 1300 chercheurs de 78 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Les cellules du système immunitaire, ce sont des sentinelles. Elles sentent ce qui les entoure. Et c'est ça, ce qui fait qu'elles sont capables de réagir aussi bien. Ce sont de grandes sensibles. Anna Maria Lennon-Duménil est chef de l'équipe dynamique spatio-temporelle des cellules du système immunitaire et depuis 2021, directrice de l'unité immunité et cancer à l'Institut Curie à Paris. Les recherches d'Anna Maria Lennon-Duménil portent sur les cellules immunitaires et plus particulièrement sur les cellules dendritiques qui sont les sentinelles de l'immunité. Les cellules dendritiques sont le grand amour d'Anna Maria Lennon-Duménil. Donc moi je suis immunologiste et biologiste cellulaire aussi. Donc en fait, ma mission c'est de comprendre comment fonctionnent les cellules du système immunitaire. Donc qu'est-ce que c'est que le système immunitaire ? C'est ce qui nous défend des attaques qui viennent de l'extérieur. Et quelles sont ces attaques ? Ce sont tout d'abord les microbes. Donc on vit dans un monde qui est rempli de micro-organismes. On est un écosystème et dans notre écosystème, il y a des micro-organismes, c'est-à-dire des organismes qu'on ne voit pas puisqu'ils sont microscopiques, voire même plus petits. Et ces micro-organismes, ce seront les bactéries, les virus, les parasites, les champignons, etc. etc. Et on doit pouvoir se défendre de ces micro-organismes pour vivre en harmonie avec eux, en fait. L'harmonie, c'est l'homéostasie. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. L'harmonie, c'est l'homéostasie, c'est qu'on vit ensemble, on s'entraide, mais tout le monde arrive à se développer de façon harmonieuse, on va dire. En fait, on cohabite. Voilà, on cohabite, c'est ça, on cohabite. On est un écosystème où cohabitent nos cellules et tout ça, les micro-organismes qui vivent avec nous. On a donc besoin du système immunitaire pour maintenir cette harmonie, cette homéostasie, pour éviter que ces micro-organismes en tout genre nous rendent malades. Il est essentiel que ces cellules puissent se déplacer, qu'elles soient au bon moment, au bon endroit. D'accord, donc elles se baladent, ces cellules du système immunitaire, pour faire un peu une mission d'observation, c'est-à-dire est-ce que tout va bien, est-ce que l'homéostasie est stable ? C'est tout à fait ça. Après, il y en a qui se baladent plus ou moins et qui prennent différentes routes, en fait. Donc moi, les cellules que j'étudie beaucoup, ce sont tout d'abord les cellules dendritiques. Donc ces cellules, elles vivent dans nos tissus périphériques. Par exemple, les muqueuses ou bien la peau, qui sont très souvent sujets à des infections. Et donc là, ce qu'elles font, elles sont en petit nombre, mais elles sont efficaces. Et ce qu'elles font, c'est patrouiller l'environnement. Donc elles sont là et elles regardent, elles patrouillent au cas où il y aurait quelque chose de dangereux qui pénétrerait dans le tissu. D'accord, une perte d'homéostasie. C'est ça ce qu'elles vont détecter, c'est la perte d'homéostasie. Et si c'est le cas, elles vont transporter cet objet dangereux dans le ganglion lymphatique le plus proche pour le présenter aux lymphocytes. Et ce n'est que lorsque les cellules dendritiques leur montrent la particule infectieuse que les lymphocytes qui vont reconnaître cette particule, c'est une toute petite fraction dans l'ensemble de la population lymphocytaire, va se mettre à se multiplier, va devenir majoritaire et elle va acquérir aussi la capacité
de se diriger vers le tissu infecté pour l'éliminer. D'accord, ça veut dire que les cellules dendritiques, en fait, ce sont des messagers. Exactement. La cellule dendritique, c'est la cellule lanceuse d'alerte. C'est elle qui va prévenir qu'il y a un danger et qu'il faut réagir. Les cellules dendritiques patrouillent dans les tissus et quand elles ont repéré un danger, elles migrent vers les ganglions. Anna Maria Lennon-Duménil s'est intéressée aux différents modes de déplacement des cellules dendritiques. Moi, j'étudie ces mécanismes de déplacement. Et ce que j'ai montré, c'est que en fait, les cellules dendritiques, lorsqu'elles patrouillent, elles ont un mode de déplacement, de migration différent que lorsqu'elles ont trouvé un objet infectieux et qu'elles vont se diriger vers le ganglion. Voilà, ça a été C'est ça que vous avez une montré. partie de nos travaux importantes. En fait, c'était un peu la première fois qu'on montrait qu'une cellule était capable, même si ça fait très finaliste quand je dis ça, mais que les cellules adaptaient leur mode migratoire à leur fonction. Dans le cas de la cellule dendritique qui patrouille le tissu, donc c'est une cellule qui cherche un danger potentiel, et elle a un mode migratoire où elle alterne des phases de mobilité et des phases d'arrêt. Et en fait, ça, c'est montré par des modèles de physique théorique que c'est la meilleure façon qu'on a de chercher. Par exemple, si vous êtes sur une plage et que vous perdez vos clés dans le sable, d'accord ? Donc vous ne les voyez pas et vous vous mettez à les chercher. La meilleure façon d'y arriver, ce sera en vous déplaçant sans chercher, puis vous arrêtez et cherchez autour de vous. Et si vous ne les retrouvez pas, vous reprenez une nouvelle phase balistique, vous vous redéplacez sans chercher, vous arrêtez et vous cherchez autour de vous. Et c'est ce type de mouvement qu'a une cellule dendritique lorsqu'elle patrouille un tissu, en tout cas dans les tissus on a regardé, on ne les a pas tous regardés, et on a pu vraiment comprendre les mécanismes moléculaires, qu'est-ce qui faisait qu'elle pouvait avoir ce type de mouvement. Et c'est très intéressant, puisqu'en fait, ce type de mouvement est le résultat du fait qu'elles se déplacent et qu'elles ingèrent des grosses quantités de matériel extracellulaire. Ça, c'est leur façon de chercher. En fait, elles gobent du liquide extracellulaire, mais c'est pas seulement du liquide, il y a beaucoup de molécules à l'intérieur. Et c'est la façon qu'elles utilisent pour échantillonner l'environnement. Et elles utilisent les mêmes molécules pour se déplacer et pour manger. Et en fait, c'est ça ce qui fait qu'elles vont alterner des phases de déplacement et d'arrêt, parce qu'elles mangent pendant les phases d'arrêt. Donc, grosso modo, ces molécules vont être utilisées pour manger, et donc, elles ne peuvent pas être utilisées pour que les cellules se déplacent. Et c'est en les mangeant C'est en les mangeant qu'elles sont capables de détecter. sentir et de détecter s'il y a des éléments dangereux. Et si elles ne trouvent rien qui les alerte, elles vont continuer leur recherche. Après un certain temps, on sait qu'elles vont, même si elles n'ont rien trouvé, migrer vers le ganglion lymphatique. Et dans ce cas-là, elles vont montrer les molécules du tissu, les molécules du soi. Et donc ce processus, il a été montré par d'autres équipes que c'est important pour inactiver les lymphocytes qui reconnaissent le soi. C'est pour éviter l'auto-immunité. En fait, on ne veut pas des lymphocytes qui reconnaissent nos propres molécules. On ne veut que des lymphocytes qui reconnaissent ce qui n'est pas le soi, c'est-à-dire ce qui correspond plus à des microbes, à des virus, à des bactéries, à des parasites, etc. Anna Maria Lennon-Duménil a cherché les signaux qui permettent aux cellules dendritiques d'aller vers les ganglions. Elle a d'ailleurs publié un article à ce sujet l'année dernière. Quand les cellules dendritiques trouvent un danger, elles expriment à la surface une protéine qui va les guider jusqu'au ganglion. Mais comment réussissent-elles à exprimer cette même protéine alors qu'elles n'ont pas trouvé de danger ? On a identifié un type de signal qui fait ça en absence de danger.
Et c'est la déformation, en fait, c'est un signal physique. C'est le fait que ces cellules, quand elles sont dans le tissu, elles se déplacent entre d'autres cellules ou au sein du tissu, dans la matrice du tissu, qui est un peu le squelette du tissu. Et en fait, elles ont des événements de déformation lorsqu'elles se déplacent. Leur corps cellulaire se déforme, leurs organelles, leurs noyaux se déforment. Et c'est ça ce qui va, après un certain temps, donner le signal en faisant qu'elles expriment cette molécule à la surface et ce qui va leur permettre de suivre les petits cailloux jusqu'au ganglion. C'est à force de déformation qu'elles à force vont de déformation. libérer cette protéine, C'est exprimer cette protéine. À leur surface, oui, c'est ça. Ouais, c'est passionnant. Mais est-ce que quand quand les cellules dendritiques ont repéré un danger et qu'elles foncent vers le ganglion, alors justement je dis elles foncent, est-ce que là justement elles se déplacent encore plus vite, elles migrent plus vite que quand elles sont juste simplement des sentinelles? Tout à fait. Lorsqu'elles cherchent, elles ont ce mode de migration que je viens de décrire qui est intermittent. Donc elles migrent, elles s'arrêtent, elles migrent, elles s'arrêtent, elles migrent, elles s'arrêtent et elles mangent pendant les phases d'arrêt. Par contre, lorsqu'elles savent qu'elles ont trouvé quelque chose de dangereux, elles ne mangent plus et elles ne font que migrer. Donc elles deviennent rapides et directionnelles. Et donc elles vont aller vers les vaisseaux lymphatiques, rentrer dans le ganglion et elles vont rencontrer les lymphocytes qui eux arrivent dans le ganglion mais via la circulation sanguine et non pas lymphatique. Et là c'est le point de rencontre et donc elles vont leur montrer ce qu'elles ont trouvé. Et le lymphocyte là, s'il réagit à ce qu'il a trouvé et si lui-même reconnaît ça comme un danger, il va se multiplier, acquérir des fonctions effectrices, qu'on appelle effectrices, partir cette fois-ci par la lymphe pour aller dans le tissu, et là, éliminer le danger. En quoi la recherche fondamentale menée par Anna Maria Lennon-Duménil sur les cellules dendritiques peut-elle participer à la lutte contre le cancer? Donc les cellules dendritiques n'ont pas une participation directe dans ce phénomène-là, qui est la reconnaissance des cellules cancéreuses et leur élimination par les lymphocytes. Par contre, elles sont nécessaires en tant que donneuses d'alerte au tout début de ce processus. C'est-à-dire quand la tumeur commence à pousser, il faut que la cellule dendritique la mange ou la boive et qu'elle la transporte ses bouts au ganglion pour activer les lymphocytes qui vont après venir éliminer la tumeur. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez aujourd'hui sur des processus qui permettraient à ces cellules dendritiques d'aller encore plus vite au ganglion pour donner encore le plus vite possible l'information? Exactement. C'est ça? Donc en fait, nous, ce qu'on fait depuis quelques années, en plus de poursuivre nos recherches fondamentales, c'est aussi d'essayer d'évaluer comment ce qu'on a découvert sur la migration des cellules dendritiques va nous permettre d'augmenter leur efficacité en tant que donneuse d'alerte dans le contexte du cancer. Donc par exemple, comme vous l'avez dit, migrer le plus rapidement possible, de façon soutenue, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de comprendre, là, et ça c'est des recherches qu'on n'a même pas encore publiées, c'est que les cellules dendritiques dans la tumeur deviennent totalement stressées par l'environnement tumoral. Et en fait, lorsque la tumeur pousse, à un certain moment, elle cesse même de migrer au ganglion. Tellement elles sont stressées par leur environnement. Tout à fait. Et donc, notre idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui stresse les cellules dendritiques pour essayer de libérer ce stress et essayer de restaurer la migration au ganglion. Et ça, c'est la recherche que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait, et on s'intéresse tout particulièrement aux propriétés mécaniques imposées par la tumeur. Parce qu'en fait, ce qui est spécial dans les tumeurs, c'est que c'est un tissu ce sont des cellules qui se multiplient et qui forment un bout de tissu, donc dur, dense. La matrice, le squelette du tissu est complètement remodelé. Et donc on essaye d'évaluer si c'est ces changements physiques, des propriétés physiques des tissus, qui sont en train de changer la physiologie et le comportement des cellules du système immunitaire, et dans notre cas en particulier des cellules dendritiques qui les stressent, qui les empêchent de faire leur travail et de migrer de façon efficace au ganglion. Absolument passionnant. Non mais ces cellules, elles sont... C'est fou. Elles sont géniales, moi je les adore aussi. Hein. Ah oui. Ceci dit, ça fait... Les dendritiques? Ah oui, les cellules dendritiques.
c'est mon grand amour. Pourtant, depuis quelques années, Anna Maria Lennon-Duménil travaille sur un nouveau projet de recherche avec sa collègue Daniela Winiewicz-Matic, chef d'équipe migration et invasion cellulaire à l'Institut Curie. Elles cherchent, toutes les deux, à comprendre les interactions entre les cellules épithéliales de l'intestin et les cellules dendritiques. Et c'est au cours d'une expérience qu'elles ont découvert par hasard des cellules avec des bras et des ballons. Depuis, même si les cellules dendritiques restent le grand amour d'Anna Maria Lennon-Duménil, elle étudie aussi les macrophages à ballons qui sont d'autres cellules du système immunitaire. Les macrophages sont passionnants pour d'autres raisons. Le macrophage est aussi une cellule très très sensible, mais comme je disais tout à l'heure, elle réside principalement dans le tissu, donc elle ne migre pas aux ganglions. Et le macrophage est intéressant en ça que le macrophage est vraiment capable de réguler l'homéostasie du tissu de façon très fine. Il est là et il va répondre à une toute petite perte d'homéostasie. On a un exemple, un travail qu'on a fait dans le côlon. On a découvert une population de macrophages qui sont juste sous l'épithélium et qui étendent des bras avec des ballons au bout. Et dans ces ballons va être échantillonnée l'eau qui passe à travers l'épithélium. Parce qu'en fait, dans le côlon, les cellules épithéliales sont en train d'absorber des quantités phénoménales de liquide. Alors les cellules épithéliales, c'est celles qui font le... Pour moi, c'est la peau, la muqueuse, mais la muqueuse intestinale. Et donc, dans le côlon, c'est le moment où on a le bol alimentaire, mais maintenant, il faut le solidifier pour que se forme la matière fécale. Et pour cela, l'épithélium, il doit absorber de très grandes quantités de liquide. Ça permet aussi de récupérer du liquide et des sels, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces macrophages, ils ne vont pas être en contact avec l'intérieur de l'intestin, mais ils vont sentir ce qui est absorbé, l'eau qui est absorbée, qui est échantillonnée par l'épithélium, pour l'échantillonner. Et s'il y a des toxines dangereuses dans l'eau, en grosse quantité, notamment des toxines qui viennent de champignons, parce qu'on a beaucoup de champignons dans le côlon, eh bien, ces macrophages donnent des signaux à l'épithélium pour qu'il cesse d'absorber. Et donc, on va avoir typiquement la diarrhée. Il n'y a pas encore eu de perte proprement dit d'homéostasie. Moi, je pense que les cellules du système immunitaire sentent le changement. Et les macrophages qui sont dans les tissus sont peut-être celles qui sont les plus sensibles aux petits changements qui ont lieu dans les tissus. Vous pouvez me faire un dessin? Je peux vous les montrer. Parce que j'ai du mal à penser une cellule avec des bras et des ballons. Moi, je vais vous les montrer. Ah oui, avec plaisir. Déjà ici, vous pouvez les voir, regardez les ballons. Ah oui. En fait, le corps du macrophage est là, ça c'est l'épithélium, et le ballon est inséré dans l'épithélium. Vous les voyez, tous les petits ballons? Ah ouais, c'est fou. Donc voilà, là on a un macrophage, ici, son corps cellulaire, ses bras et ses ballons. On n'a pas pu s'empêcher d'aller les étudier en fait, parce que ça nous a semblé extraordinaire. Fascinant. Cette découverte, avec l'équipe de Daniela Winiewicz-Matic sur les cellules immunitaires du côlon, a été plusieurs fois récompensée. Cette recherche sur les macrophages à ballons pourrait permettre une meilleure compréhension des cancers colorectaux et des maladies inflammatoires de l'intestin. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, il sera question de la beauté et de la complexité des systèmes biologiques. Il sera question aussi d'imaginaire et de diversité. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Claudine Guebord, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian.